Donc, présentation du double diplôme. En fait, on a une histoire avec l'université Diego Portales. Depuis plusieurs années, on fait des échanges, des workshops. Et on avait envie d'aller un peu plus loin. Donc, ça y est, cette année est né le double diplôme d'architecte qui permet aux étudiants français d'être diplômés du diplôme d'État architecte chilien et aux étudiants chiliens de venir et d'être diplômés en France. Très vite, l'UDP, c'est une grosse université dans laquelle il y a une faculté d'architecture, d'art et de design. Donc on a affaire à 1200 étudiants. Voilà, c'était pour comparer un petit peu notre petite école qui, une fois qu'elle aura rejoint l'université Gustave Eiffel, sera plus en adéquation avec le format de l'Universidad Diego Portales. Je vais être brève, hein, parce que le but, c'est surtout que Francesca vous parle un peu du Chili. Donc c'est le premier double diplôme qui existe entre la France et le Chili en ce qui concerne l'architecture. Hein, c'est unique en France, vous le trouvez nulle part ailleurs. On avait quelques objectifs, donc consolider des relations qu'on a nouées il y a quand même plusieurs années avec l'université Diego Portales, permettre aux étudiants de se familiariser avec une autre langue, d'acquérir une ouverture sur le monde, une autre culture, et d'enrichir des compétences, notamment parce que le Chili est spécialisé dans l'architecture parasismique, a vraiment des zones de compétences qu'on n'a pas à l'école d'architecture de la ville et des territoires, donc c'est très complémentaire. Pour vous donner très vite un aperçu de ce pays qui est tout en longueur, c'est déjà 14h30 de vol. Hein. Je l'ai fait, on voit très bien qu'on n'est plus chez nous. Voilà, un pays tout en longueur et qui est très économiquement très dynamique par rapport aux autres pays de l'Amérique du Sud. Voilà, je vous donne juste un petit aperçu de Santiago du Chili pour vous donner envie, en fait. C'est juste un teasing. On a la maison de Neruda, voilà, le petit lama que vous croisez dans les rues. Et puis l'université, donc qui a plusieurs sites en fait au sein de Santiago du Chili, avec beaucoup d'infrastructures, des ateliers maquettes, des ateliers. C'est assez vaste et assez dispersé dans la ville, mais très central aussi. Hein. Ils ne sont pas du tout à l'extérieur de la ville, ils sont vraiment au centre-ville, à pied, à proximité de tout. Pour le cursus, alors il s'agit pour les étudiants français de partir donc au deuxième semestre de 5e année pour faire un S10, S11, en fait 2 semestres au Chili, qui vous permet d'acquérir donc le diplôme d'architecte chilien, avec des cours spécifiques, notamment l'infrastructure de la édification, qui est vraiment les spécificités parasismiques dont je vous parlais. Et vous revenez ensuite, pendant un semestre, faire le projet d'études, le PFE classique. En échange, on accueillera, on espère, des étudiants chiliens qui seront là, eux, pour 3 semestres, dès le 2e semestre de 4e année. Voilà, à ce sujet-là, je fais une annonce. On cherchera des parrains pour ces étudiants-là, pour les accueillir et leur expliquer un peu le fonctionnement de la France, de l'école, de l'architecture. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Dans un second temps, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Estefania pour le suivi de la mobilité, Inbal pour le projet pédagogique et moi pour, je ne sais pas, le Chili. Et je vous ai détaillé là la grille pédagogique parce que ce PowerPoint sera mis en ligne sur le site internet. Comme ça, vous aurez toutes les informations à dispo si vous en avez besoin et pour repérer bien le programme pédagogique. Je passe vite. Et l'aspect un petit peu scolarité pure de procédure d'admission. Est-ce que Stéphania, tu veux en parler précisément ou non. De toute façon, rien d'étonnant. En fait, on vous demande d'avoir un petit niveau quand même d'espagnol, histoire d'être un peu aguerri en arrivant. De valider votre S9. Ce sera de toute façon sous réserve puisque la date de dépôt des dossiers est le 15 novembre, donc dans pas très longtemps.
Et vous pouvez avoir donc les contacts à la scolarité, que les 3 personnes que vous devez connaître à peu près tous désormais, Stéphania, Sylvie et Alexia. Et on vous a donné voilà, un peu ce qu'il faut mettre dans le dossier de candidature. Et il y aura sans doute un petit entretien à l'issue, voilà, histoire d'échanger, mais rien de très, 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 très méchant. L'idée, c'est que vous soyez motivés, que vous ayez envie. Voilà. Je laisse la parole à Francisca, qui va vous raconter déjà un peu plus en détail qui elle est, d'où elle vient, et ce que sont le Chili et UDP. Merci Isabelle. Donc, alors, je vais voir si ça marche bien. Alors, je vais, en fait, j'ai 3 vidéos, petites vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, le premier, c'est vraiment de vous montrer plus ou moins le Chili, le paysage et comment la géographie du Chili, finalement, c'est quelque chose, une identité finalement de l'architecture chilienne en fait, et aussi bon, dans l'architecture de paysage. Nous sommes vraiment très loin de la France, ça veut dire qu'on n'a presque pas d'école de paysage, etc. Donc, et là, c'est une école d'architecture qui est depuis l'année 2008. Il a commencé à avoir, parallèlement à la ligne traditionnelle d'urbanisme, technologie, comme toutes les écoles en général d'architecture, avoir aussi une ligne de paysage, donc obligatoire pour les élèves depuis le début en fait. Et parce que, bon, et là je vais montrer le doyen, Mathias Klotz, qui va nous parler pourquoi il a trouvé que c'était important vraiment que les architectes, futurs architectes, soient bien vraiment liés au contexte, tous les composants de paysage, etc. Il y a quelque chose qui se trouve finalement aussi dans le Chili et dans le paysage surtout du Chili. Donc on va voir le premier, on verra si on aura le temps de voir les 3, mais bon, on verra. Donc, voilà. C'est en français, hein, donc ne vous inquiétez pas. O sea, a ver, sin duda todas las experiencias de vida que se van acumulando van dejando alguna huella. Y yo crecí con un papá específicamente que era muy inquieto por meterse a caminos nuevos, ojalá no señalizados en ninguna parte, a ver qué es lo que había más allá. Entonces nuestras vacaciones muchas veces fueron andar muchas horas en auto por unos caminos de tierra donde generalmente rompíamos el auto y llegamos a lugares increíbles y siempre tuvimos una relación con ir a lo desconocido, a lo no urbanizado, a lo natural. Nosotros en esa época ni siquiera pensábamos si era paisaje o no paisaje, era una aventura. Le continent sud-américain se divise en 3 régions. À l'ouest, la cordillère des Andes, d'âge géologique récente, elle se place comme un sillage du déplacement du continent vers l'ouest, formant un pont planétaire qui joint l'Arctique et l'Antarctique. À l'est, les archaïques boucliers montagneux centraux et orientaux pointent l'océan Atlantique sur l'Afrique, où il se prolonge. Finalement, au centre, les embouchures de grands systèmes fluviaux où se mélangent les sédiments de récentes formations géologiques de l'Ouest avec celles anciennes de l'Est. A ver, Chile no es nada más que un pliegue de la capa continental, porque se le mete la del Pacífico por debajo y eso nos genera esta condición de terraza. Chile es una terraza de 5.000 kilómetros que tiene, o sea, la espalda, la cordillera de los Andes, el Valle Central, la cordillera de la costa y después cae track al mar. Y esa condición, o sea, Chile no es a lo largo, es un corte a lo ancho, creo yo. A lo largo tiene la diversidad de climas que tú mencionas y en la sección tiene esta condición topográfica que es absolutamente marcatoria. O sea, yo diría, sí, a ver, si hay algo. Yo no sé si uno podría hablar de arquitectura chilena, pero sí de paisaje chileno. Es bastante único. Es como que Chile realmente es un territorio que, a ver, no son esos países cuando uno ve como el mapa de África,
que tiene unas líneas rectas que se lo dividieron entre no sé quién. Es distinto de esto que, pensar que la línea de límite entre un país y otro lo marcan las cumbres más altas y hacia donde escurren las aguas. Es un concepto bien alucinante, es un concepto de territorio. No es un concepto de coordenadas geográficas para determinar un límite. Y eso hace que tenga identidad en lo topográfico Chile. Due à sa conformation spéciale, la cordillère des Andes configure le continent sud-américain. Ses sommets blancs fournissent de l'eau et fertilisent les terres agricoles. Ces abondantes ressources minérales ont permis la localisation de différentes civilisations aux façons uniques d'habiter le territoire, qui forment un paysage si particulier. L'accumulation des neiges dans la cordillère a permis au long de 4 siècles la formation de multiples canaux qui portent l'eau des sommets aux champs des vallées, dans un système d'agriculture intensive, transformant la vallée en oasis. Un intense réseau de chemins, villes et villages a concentré dans cette vallée la majeure population du Chili, de près de 12 millions d'habitants. A mí de una casa o de cualquier proyecto en general me interesa más lo que la rodea que la obra en concreto. Y cuando lo que la rodea es bastante pobre o está muy urbanizado, también trato de que entre a ella algo de la naturaleza. Y si no es posible meter nada porque no cabe por ninguna parte, por último que en el techo uno se puede asomar y todavía ver algo y tener relación con el contexto donde está metido. Si uno piensa en casas muy básicas, que tienen, no sé, un parrón, ya ese parrón, que en Chile en una época se hacían con tubos de alcantarillado, eran muy típicos de cosas de los años 50 y todo, que yo cuando era niño, o sea, no sé, iba a los cumpleaños a la casa de mis amigos, me tocó ir a muchas casas con un parrón hecho con unos tubos de alcantarillado horribles. Pero el lugar era magnífico. O sea, veo que es un tema de interés creciente y exponencial, afortunadamente, porque si no fuera así sería bastante triste. Y si uno ve los arquitectos chinos emergentes, que hay muchos, tienen mucha relación con lo natural, y eso yo creo que es una buena noticia. O sea, yo creo que son cosas que están, digamos, íntimamente relacionadas. Ahora, los urbanistas convencionales, tradicionales, les molesta mucho este tema de que el paisaje se les meta entre medio, lo sienten como que le están invadiendo el territorio. Hay, como el urbanismo tradicional está pensado como en esos planes maestros, como con mucho diseño de la manzana, del este, del otro, del eje, y el resultado, de nuevo vuelvo al ejemplo de China, cuando ellos tienen como el sartén por el mango, el resultado es bastante pobre. Si uno ve la mayoría de las ciudades nuevas en China están diseñadas por urbanistas norteamericanos, y todo lo que es lo natural está pensado como una decoración, no está pensado como un medio con el cual interactuar, nada más que para mirarlo desde el auto cuando uno pasa. Es bastante pobre, es la antítesis, es como la antípoda de la relación que tienen, no sé, los alemanes con lo natural, en que realmente tratan de tener en las ciudades lo natural al grado de no podar, de dejar que brote lo que sale naturalmente, etcétera, etcétera, no trabajar con herbicidas y cosas por el estilo. Au long de ses 4270 km, le Chili dévoile une immense variété de paysages, de son désert le plus aride du monde aux humides forêts du sud, tout en traversant les plages rocheuses et les vallées de vignobles plantés. Le défi d'affronter le projet d'architecture dans un paysage puissant et unique nous a fait nous demander comment doit-on habiter un lieu qui semble indomptable. L'architecture chilienne naît et se développe dans le paysage. Blanca Montaña. Les œuvres plus représentatives et distinguées de l'architecture chilienne
des 20 dernières années furent dessinées et construites en respectant et en prenant soin du paysage où elles se trouvent, une caractéristique qui est devenue un trait distinctif de l'architecture chilienne. Aujourd'hui, les projets d'architecture du paysage montrent de nouvelles préoccupations vers des thèmes environnementaux et durables. La reconstitution des dynamiques des paysages naturels approfondissent également le domaine des connaissances scientifiques et la nécessité de travailler de façon multidisciplinaire. Santiago tiene lugares en que el tema, creo yo, ha despegado y va bien y es interesante, y las propuestas, si bien no todas a uno le puedan gustar, hay propuestas, hay avances notables. Por otro lado, hay fracciones gigantescas de la ciudad, mayoritarias, en que todavía no hay nada y está todo por hacerse. Ahora, lo que sí veo es que en la gente, la gente en general, la opinión pública, no era un tema antes y ahora no solo un tema, es una demanda. Entonces, yo creo que esto solo va a ir a tener que implementarse, ojalá de manera correcta. No se me ocurre pensar la arquitectura sin esa relación, especialmente por el contexto donde nosotros vivimos. Probablemente si yo hubiera sido, no sé, un arquitecto de la Facultad de Arquitectura de Houston, probablemente no habría pensado que era un tema fundamental. Yo creo que si nuestros profesionales desde su formación lo integran no como una materia adicional, no es un curso optativo, sino que está, digamos, algo que va impregnando la carrera y se les hace natural el pensar y cuestionarse que el contexto es el todo y que la obra no es nada más que ese objeto en sí, ese volumen, sino que es todo lo que la rodea, y van a ser mejores arquitectos y van a crear mejores ciudades. Es una decisión de responsabilidad, no es una decisión de... tanto así como que la estructura me parece que es una materia que deben entender cómo funciona, creo que el entorno natural deben entender cómo funciona. Que dejar esto en manos de arquitectos sin que hayan tenido una preparación para enfrentarlo es peligrosísimo también. La récente incorporation du paysage dans les programmes d'études universitaires d'architecture établissent une inflexion dans le développement historique de cette matière. Le déplacement du paysage à l'architecture situe le lieu dans un domaine ambigu entre la science et l'art, dans le but de joindre les définitions esthétiques et scientifiques. Incorporer le paysage aux écoles d'architecture ne cherche pas à former les professionnels aux connaissances paysagistes. Elle est liée à observer et comprendre l'environnement à travers et sous l'angle de l'architecture. Sous cet angle, la nature et la culture s'intègrent et le paysage devient un projet de l'homme sur le territoire. Et voilà, donc la première partie. Je ne sais pas si vous voulez vraiment qu'on continue encore. Il y a une vidéo qui en fait, finalement, va plutôt parler justement sur la ligne que je coordonne. En fait. Moi, je suis coordinatrice de la ligne de paysage. Ça veut dire que pour les élèves qui sont intéressés à aller à Santiago, à la UDP, vraiment faire le double diplôme. Et ils peuvent choisir 3 lignes. Il y a la ligne d'urbanisme, technologie et paysage. Et là, je vous montre plutôt le paysage parce que moi, je coordonne la ligne. Je viens vraiment de ce monde, en fait. Donc, L'université Diego Portales se trouve dans le quartier de República, quartier caractéristique de Santiago. L'école est à côté du plus grand parc urbain de la ville, le Parque O'Higgins. C'est une université qui s'insère dans un modèle de campus au cœur de la ville, ce qui donne le caractère social du quartier.
La FAD, Faculté d'architecture, d'art et de design, définit notre école, où 3 disciplines créatives convergent pour créer un échange multidisciplinaire constant entre élèves et professeurs. Un échange nécessaire à l'apprentissage et au développement de l'architecture, du paysage et du territoire. Ces méthodes ont créé une école intègre dans une réalité sociale où l'apport créatif de ces élèves permet une vision complète de la réalité. La ligne de paysage à l'école d'architecture de l'UDP, formée en 2008, est la première ligne de ce type au Chili et complète nos lignes de recherche traditionnelles existantes, comme celle de la technologie, de l'urbanisme et du patrimoine. À cette même époque, s'est créé le master de territoire et paysage, de façon à inviter les élèves à poursuivre un approfondissement des thèmes territoriaux et du paysage liés aux grandes interventions dans des vastes territoires. Le défi de la ligne de paysage est de donner aux élèves les connaissances transversales qui leur permettent d'avoir les capacités de travailler des projets d'architecture et de paysage impliquant des variables environnementales et de durabilité. La ligne est présente dans toutes les étapes du parcours universitaire, depuis les cours minimum introductifs, avec un premier atelier de paysage obligatoire nommé atelier d'été, aux cours optatifs de spécialisation qui abordent différentes thématiques spécifiques du paysage. Un atelier d'approfondissement des élèves et un diplôme en paysage finalisent les études d'architecture et peut être prolongé par un DSA, territoire et paysage. Cette lignée a rassemblé élèves et professeurs autour d'un collectif développant diverses recherches appliquées aux études de spécialisation, aux concours publics, aux cabinets de conseil et aux fonds de recherche. Parallèlement, ils ont travaillé dans différents lieux du Chili en cherchant comment mettre en valeur et restaurer divers territoires ou villages à partir de la mise en marche de systèmes productifs ou de circuits touristiques. L'approximation au projet d'architecture abordé aux ateliers de spécialisation de la ligne et au diplôme se fait à partir de l'environnement et de son paysage, considérés comme lien inséparable avec les habitants, leurs identités et leur culture. C'est le sujet principal à mettre en valeur et à analyser, tout comme le développement d'un regard critique pour pouvoir résoudre de façon créative des projets urbanistiques et architecturaux environnementaux. Pendant les dernières années, de nouvelles formes de relations entre la ville et la nature se sont développées, ce qui a rendu nécessaire la liaison interdisciplinaire théorique et technique capable de nous donner les outils nécessaires d'analyse, d'administration et de création optimum au travail du territoire multisystématique. Ces nouveaux liens ont permis d'étudier, par exemple, l'impact du coût de l'eau et de l'écologie lors de la planification des villes, le changement climatique, le lien entre l'urbain et le rural, la nature et le paysage, lors de la confection et la planification de la ville, que l'architecture et le paysage sont capables de rassembler. Celles-ci furent des thématiques approfondies aux ateliers verticaux et aux diplômes d'études. Il s'agit de thématiques comme le plan périurbain et la rurbanité, système de zones vertes, anneaux, couloirs, paysages hydriques et risques, entre autres. Les villes dépendent de leur environnement, et l'environnement définit le contexte des villes. Ces entourages naturels fournissent une identité à la ville. La ville et ses alentours ne peuvent pas être étudiés comme des éléments individuels, sinon dans leur totalité. Le contexte naturel qui entoure les villes est aussi important que la ville elle-même, et à l'heure de planifier la croissance des grandes métropoles, on doit considérer l'impact que ces processus peuvent signifier, et considérer également comment les contextes naturels qui entourent les grandes villes peuvent affecter directement la qualité de vie et le normal fonctionnement de celles-ci. Richard Foreman.
Une série de pratiques architecturales et urbaines alternatives ont surgi dans toute l'Amérique latine et ont exploré par exemple les implications écologiques et territoriales du projet urbain. Leur apparition a coïncidé avec des transformations sociales et politiques en plusieurs pays du continent. Landscapers Urbanists in the Americas réunit une série de débats sur les potentialités du paysage comme moyen d'intervention urbain dans des contextes sociaux, culturels, économiques et écologiques spécifiques aux villes latino-américaines. La relation entre ville et nature a donné place à plusieurs exemples d'espaces publics, produits de la complexité de déplacer la forme littérale des modèles naturels vers un usage urbain. Henrik Badley, le jardin de la métropolis. La ligne de paysage fut enrichie et alimentée au cours du temps par notre propre communauté, ainsi que par une grande quantité d'invités nationaux et internationaux, venus nous partager leurs expériences des projets d'architecture du paysage, ainsi que leurs perspectives et approches théoriques. Ces interventions sont liées aux activités d'extension du master. Les apports des invités à la ligne de paysage et au cours master sont une opportunité unique pour chaque élève d'accéder à une source directe d'informations théoriques nourrissant le projet. Cette source d'information a provoqué dans notre communauté d'élèves et d'académiciens une actualisation permanente dans les thématiques de l'avant-garde, des théories et pratiques associées à notre discipline, adaptées en classe à notre réalité locale spécifique. Voilà, donc bon, merci. Je ne sais pas si c'est le moment pour faire des questions, je ne sais pas, peut-être s'il y a des intéressés, oui. Alors Isabelle, peut-être tu peux m'aider parce que là c'est... Pardon, ça s'adresse à quels étudiants, pour les 4e ou les 5e années actuellement? Isabelle, elle comprend un peu plus. C'est à l'issue du S9. Donc c'est au deuxième semestre de 5e année. Donc ça veut dire que... Ah oui, donc on fait 1 an au Chili? Oui. Et ensuite on revient ensuite... Pour faire le dernier semestre de PFE. Et on part que un seul... Ah ok, d'accord, ok, j'ai compris. Vous êtes sur 2 années en fait. Ok, d'accord. Voilà. Okay. D'autres questions? Bon, bah merci. De toute façon, vous savez où vous nous trouvez. Où nous trouver, on va dire ça en français. Je vais me mettre à parler espagnol. Non, merci d'être venu. Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à candidater. Et on espère qu'il y aura des heureux élus qui partiront parce que ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, j'y ai été. Et on ne regrette pas le voyage. Merci.